Bienvenue sur la chaîne de podcast Les Red Flagueuses, l'émission qui vous aide à éviter les situations toxiques. Chaque épisode sera accompagné de visuels résumant nos conseils pour identifier les red flags et proposer des solutions. Les barres d'infos des différentes plateformes d'écoute sont à votre disposition pour prolonger la réflexion sur le sujet. Alors, on va aborder un sujet assez costaud sur lequel je travaille depuis plusieurs années, la charge mentale des femmes. Alors, les curseurs vont être poussés à fond dans cet épisode. Puisque les chiffres sont là, 75% des personnes concernées par la charge mentale sont des femmes. Oui, effectivement, c'est un épisode où il va y avoir d'un côté les femmes exploitées et les hommes exploiteurs. Vous m'en excuserez, je ne peux pas faire autrement, c'est la réalité du quotidien. Alors, il existe des nuances, on est bien d'accord. Il y a des familles où la charge mentale des femmes est moins importante, où les hommes prennent une grosse partie du travail ménager en charge, mais le phénomène est plus profond que ça, et on va le voir à travers cet épisode. Le sujet de la charge mentale domestique est un sujet particulièrement intéressant et qui, je crois, concerne énormément de gens. Je ne le crois pas même, j'en suis sûre. Je l'ai vu à travers mon expérience professionnelle et personnelle. 75% des familles belges ne partagent pas les tâches ménagères de manière équitable. Il y a très probablement des papas qui ont une charge mentale de dingue parce qu'ils sont seuls à élever leurs enfants. Il y a très probablement des femmes qui ne foutent rien à la maison, mais c'est une extrême minorité dans un cas comme dans l'autre. Je vous invite à faire preuve d'un peu d'observation autour de vous et d'essayer de voir parmi vos amis et vos amies qui souffrent de charge mentale domestique et qui en souffrent très peu. Une petite définition de la charge mentale pour commencer. Oui, il faut bien commencer par les bases. Le principe de la charge mentale domestique est introduit par Monique Eco en 1984 dans son article « La gestion ordinaire de la vie à deux ». Elle y décrit comment l'esprit d'une femme en couple qui travaille demeure préoccupé par les tâches ménagères et la gestion du foyer, charge cognitive importante constituant l'articulation de la double journée que mène celle-ci. Elle met ainsi en avant le fait que la double charge travail plus foyer ne se limite pas à une simple addition de contraintes, la femme emmenant au travail une partie des tâches à gérer pour le foyer. La charge mentale est définie comme l'espace mental et l'énergie psychologique que les femmes, le plus souvent des mères de jeunes enfants, doivent déployer pour arriver à ce que tout fonctionne dans la famille. Voilà, c'est une définition un peu longue, mais si on résume, la charge mentale, c'est le fait que notre petit vélo fonctionne en permanence dans notre esprit pour faire en sorte que notre famille arrive d'un point A à un point B en bonne santé, nourrie, choyée et habillée. Selon les études qui ont été faites en Belgique, je vous mettrai les références en barre d'infos bien évidemment, les femmes travaillent 11 heures de plus par semaine que les hommes aux tâches ménagères et de gestion de la famille. Donc, parce que je tiens à préciser que la charge mentale, ce n'est pas que la question des tâches ménagères, mais c'est aussi la question du fait de penser à en permanence. Penser à, c'est d'ailleurs le titre que va choisir Colline Charpentier aux environs des années 2020 lorsqu'elle va créer un compte Instagram où elle va relever toutes des situations individuelles et les exposer sur les réseaux sociaux. Depuis, le compte a été repris par un collectif et Colline a sorti en 2020 un ouvrage que je vous mettrai également en barre d'infos, qui a été vraiment très éclairant pour moi et pour les personnes qui ont travaillé avec moi sur le sujet de la charge mentale. Je vous lis quelques petits témoignages qui me paraissent illustrer la situation.
Pour moi, la charge mentale, c'est quand mon mari, après 10 ans de vie commune, se fait la réflexion qu'il faudrait peut-être penser à nettoyer la poubelle un jour parce qu'elle est vachement sale quand même, alors que je le fais à chaque changement de sac et qu'il pense réellement qu'il est en train d'observer 10 ans de crasse. Autre témoignage, pour moi, la charge mentale, c'est quand il me demande la veille d'aller voir sa petite fille pour la première fois si on a pensé au moins à prendre quelque chose à lui offrir. Et encore, un petit exemple. Pour moi, la charge mentale, c'est quand je suis enceinte de 8 mois et que, comme tout se passe bien et que je suis encore active, je fais encore tout le ménage, la vaisselle, les lessives et je dois en plus repasser derrière monsieur qui laisse traîner toutes ses affaires. Et lorsque je râle, il ose me dire que je suis aigrie et que ça doit être à cause des hormones. Je vous propose de comparer le principe de la charge mentale au fonctionnement d'une mini-entreprise. Il faut imaginer la famille, donc que ce soit un couple ou une famille avec des enfants ou des grands-parents dépendants, enfin un ensemble d'êtres humains qui doivent vivre ensemble dans un espace commun. Je vous propose de comparer ça à une petite entreprise, une petite PME, ou même à une grosse entreprise. Allez, lançons-nous, une usine par exemple, où on fabrique des lasagnes à la chaîne. Et vous allez imaginer que vous avez une ouvrière qui est installée à la chaîne. Elle fait son travail de manière consciencieuse au quotidien, en tout cas c'est ce qu'elle pense. Et elle a à côté d'elle un collègue fort sympathique qu'elle apprécie beaucoup, qui a les bras tendus le long du corps et qui la regarde avec un sourire et qui ne fait rien. Qu'est-ce qui se passerait dans le monde réel ? Eh bien, cette personne ne resterait pas très longtemps sous contrat dans l'entreprise. Ce monsieur serait rapidement licencié. Les contremaîtres de la chaîne de montage ou de la chaîne d'assemblage ne pouvant pas se satisfaire d'un tel travail. Et pourtant, c'est ce qui se passe si vous comparez. Dans certaines familles, vous avez une femme qui est en train de courir dans tous les sens pour faire en sorte que le souper soit prêt, que les enfants aient fait les devoirs et que les machines à laver tournent. Et vous avez la partie masculine de cette famille qui est assise dans un divan en train de zapper, lire ou est éventuellement à l'extérieur en train de faire du sport, se former, voir ses potes. Si on garde cet exemple en tête, on peut se dire que beaucoup de personnes qui ne font rien chez elles ont beaucoup de chance de toujours être sous contrat avec les personnes qu'elles exploitent dans leur maison. Cette comparaison, je vous invite à la garder vraiment tout au long de cet épisode, j'y reviendrai. Ça ne vous ferait pas penser éventuellement à une certaine injustice ? Ça ne vous énerverait pas ? Eh bien, sachez que dans plein de familles, ça se passe comme ça. Et ça a visiblement du mal à éveiller une certaine indignation de la part de l'entourage et de la société. Même les femmes elles-mêmes, parfois, sont exploitées et ne réagissent pas, pensant que c'est normal, que c'est comme ça que ça doit se passer ou qu'elles n'ont pas le choix. Lorsque j'ai commencé à travailler sur la question de la charge mentale, il y a 3 autrices qui ont véritablement éclairé mon chemin. Il s'agit d'Emma, du blog emma.clit, qui a produit en 2017 le 2e volume de sa BD Un autre regard. Dans ce 2e volume, on trouve l'épisode « Fallait demander ». Cette BD, cet extrait d'ouvrage, a été une claque monumentale puisque j'ai découvert que ce que j'avais vécu s'appelait la charge mentale, que ce phénomène était partagé par des millions de femmes à travers la planète, et j'avais enfin quelqu'un qui offrait un regard sociologique et politique sur ce que j'avais vécu. Je vous invite fortement à lire cette BD. Vous pouvez la trouver très facilement en format mini chez votre libraire. Et Emma a en plus l'extrême générosité de mettre à disposition ces BD sur son blog. Le 2e ouvrage qui m'a éclairée, en commençant à chercher des informations plus précises, c'est le livre de Titiou Lecoq, aussi sorti en 2017, « Le combat féministe se gagnera devant le panier à linge sale », ouvrage où elle partage ses constats en tant que femme faisant partie d'un couple et d'une famille, et elle offre un éclairage historique et sociologique aussi plus approfondi sur la question. Et enfin, j'en parlais en début d'épisode, le travail de Colline Charpentier à travers l'ouvrage Ta pensée à.
Run when you hear that. You better run when you hear that. I said, run when you hear that. I said, you better run. I said, run when you hear that. Run when you hear that. You better run. I said. Alors pourquoi je m'intéresse à la question de la charge mentale depuis autant de temps? On n'est jamais autant intéressé que par les sujets qui nous concernent, me semble-t-il. Et la charge mentale, c'est un phénomène que j'ai vécu dès que je me suis mise en couple. Dès le début, dès mes 19 ans, 20 ans, lorsque j'ai commencé à avoir des relations relativement longues avec des hommes hétéro-cisgenres, j'ai été confrontée à leur bordel, à leur inorganisation, à leur crasse. Et j'ai, de manière très docile, décidé de prendre tout ça en charge sans trop me poser de questions finalement. J'étais probablement, à l'époque, assez naïve et peu au courant du fait que j'étais en train de plonger les deux pieds dans un système inégalitaire et un système d'exploitation. Donc, je me suis retrouvée régulièrement à décrasser la cuisinière dans un état abominable d'un tel, de trier les chaussettes trouées d'un autre, de prendre des rendez-vous médicaux pour encore un troisième. Même les copains, parfois, on se mettait à plusieurs filles à nettoyer leurs appartes dégueulasses en se disant quand même, les pauvres, ils vont pas vivre comme ça, ou c'est dégoûtant, on va le faire nous-mêmes. Nous, on sait comment il faut faire. Tout ça, c'est un beau piège, évidemment. Et j'ai foncé tête baissée. Et puis, vers la trentaine, je me suis retrouvée dans une relation stable et j'ai décidé de faire un enfant. Nous avons décidé de faire un enfant. À partir du moment où j'étais enceinte, l'inégale répartition des tâches au sein de notre couple m'a explosé en pleine face. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans la situation où absolument tout dépendait de moi. La survie financière de la famille, le fait que notre logement soit dans un état correct, le fait de sauver même ce logement, le fait de prévoir l'arrivée de notre enfant. Alors, évidemment, il y a cette illusion de la maîtrise. Souvent, d'ailleurs, les psychologues, quand je suppose, en tout cas, les psychologues que moi j'ai pu croiser sur mon chemin, m'ont dit, mais vous savez, madame, si les femmes sont si concernées par la charge mentale, c'est parce qu'elles ont peur de lâcher prise et de laisser faire les autres. Et donc, d'une certaine manière, l'explication, on était en train de m'expliquer qu'en fait, c'est de notre faute. C'est parce qu'on ne sait pas lâcher prise que finalement, les hommes ou les gens de nos familles, adolescents, parents, ne peuvent pas prendre leur place parce qu'on ne leur en fait pas. Alors, si éventuellement on peut tenir compte de cet aspect pour certaines explications psychologiques, inutile de dire que c'est le genre d'excuses qui permettent de cacher très très loin dans un joli trou toutes les explications sociétales et le fait que nous sommes exploités au quotidien. Si on est exploité, c'est de notre faute. Vous voyez les filles, c'est parce qu'on le veut bien. Il faut qu'on lâche prise. Il faut qu'on arrête de vouloir que l'argenterie brille et que tous les vêtements soient impeccables. Tout ça, c'est du bullshit. Si on en est arrivé là, c'est parce qu'il y a un conditionnement, mais c'est aussi parce qu'on n'a pas le choix. Il y a quelques années, on pouvait trouver sur les réseaux sociaux un compte d'une pédiatre urgentiste qui expliquait la quantité hallucinante de mise en danger des enfants par des pères irresponsables. Alors, on peut estimer que ces dernières années, les choses changent, mais combien de pères, à l'heure actuelle, ne savent pas les traitements que prennent leurs enfants, ne savent pas s'ils sont en ordre de vaccination, ne vont jamais aux rendez-vous médicaux. J'en veux pour preuve le fait que quand vous allez aux urgences ou chez le médecin et que vous êtes accompagné de la personne avec qui vous avez fait votre gosse, en général, la doctoresse, la docteure ou le docteur, qui est-ce qui regarde ? Vous, en tant que femme. À qui on téléphone quand il y a un problème avec les enfants, encore de manière extrêmement majoritaire, à la mère. Qu'on ne vienne pas me dire que c'est nous qui attirons les regards. C'est parce qu'on nous a dit dès le début qu'on était en charge et que si on lâchait prise, il était très possible, les exemples étant foisonnants, que nos enfants en souffrent. Donc on ne lâche pas prise puisqu'on n'a pas confiance.
Alors de nouveau, il y a plein de pères qui prennent en charge ce genre de choses à l'heure actuelle, mais attention de nouveau au piège de l'illusion. C'est pas parce que vous connaissez Pierre-Paul Jacques qui ont tendance à prendre en charge, par exemple, les soins des enfants, que c'est le cas de l'ensemble de la société. À l'heure actuelle, il y a encore énormément de familles où ce sont les mères qui sont en seule maîtrise du dossier médical des enfants, non pas parce qu'elles le cachent au fond d'un coffre, mais parce que les pères, ne posent jamais de questions et quand on tente de leur en parler, oublient très vite l'information. Donc me voilà mère, me voilà confrontée à une charge de travail supplémentaire, je travaille à temps plein, je ne me sens pas soutenue au quotidien, je me tape absolument tout, avec une reconnaissance extrêmement limitée. Alors moi, à un moment donné, après avoir tenté la thérapie, après avoir tenté le dialogue, et puis finalement après avoir compris que la personne avec laquelle je vivais n'était absolument pas d'accord avec moi et refusait ostensiblement de partager cette charge mentale, j'ai pris la décision de claquer la porte et de finalement ne travailler à la maison plus que pour moi-même et pour mon enfant. En 2017, lorsque j'ai découvert la BD d'Emma, je me suis dit, c'est quand même chouette quoi, comme sujet. C'est vraiment intéressant. Puis j'ai l'impression que ça concerne tellement de monde, ça vaudrait peut-être la peine qu'on s'y penche. Et donc j'ai proposé, dans le cadre de mon travail, à mon groupe de militantes féministes de plonger dans le sujet à pieds joints de nouveau. Et tout le monde réagissait évidemment. C'est un sujet qui est tellement universel et tellement commun que ça a vite phosphoré. Et nous avons, tout au long de ces dernières années, produit plusieurs outils. D'ailleurs, je voulais mettre en barre d'infos. On a produit, avec l'aide d'autres associations, une vidéo sur la charge mentale. Big up à Média Animation. On a produit un test que vous pouvez faire. Hein. Vous cliquez et vous remplissez ce test. Ça vous permettra de voir où vous en êtes par rapport à votre charge mentale. On a organisé des journées thématiques, des ateliers en ligne, des ateliers tout court. Et enfin, récemment, nous avons sorti avec 2 autres associations un cahier de revendications politiques pour arriver à mettre en place des solutions structurelles, politiques, sociétales sur la charge mentale. Voilà, j'y reviendrai en fin d'émission. Donc la charge mentale, j'ai travaillé dessus au quotidien avec des femmes de tous les horizons, de tous les milieux, mais je me suis rendu compte aussi que c'était très compliqué pour les femmes d'accorder du temps à cette question de la charge mentale, c'est-à-dire à l'analyse et à la compréhension de la thématique parce qu'elles sont débordées. Je vous invite à aller faire un tour sur les 2-3 groupes de parole présents sur Facebook sur la charge mentale. Il y a évidemment des témoignages qui donnent envie de se taper la tête au mur, tellement c'est d'une violence inouïe, parce que la charge mentale est aussi liée à certains moments aux questions de violence conjugale et intrafamiliale. Mais en tout cas, le nombre de personnes qui sont dans des situations de désespoir parce qu'elles savent qu'elles sont épuisées et qu'elles vont devoir tenir coûte que coûte pour elles ou pour leurs enfants ou pour de multiples raisons sur lesquelles je reviendrai, c'est vraiment, vraiment impressionnant et vraiment inquiétant. Pourquoi, quand tu t'es fait exploiter par ton mec ou par une famille, tu n'es pas parti du jour au lendemain en disant « allez tous vous faire foutre, moi je refuse de travailler encore pour vous gratuitement ». Parce que, en passant, je rappelle que quand même, le fait de se taper les tâches ménagères et d'élever les enfants, on appelle ça du travail gratuit et invisibilisé. Oui, la question c'est pourquoi on s'est fait avoir, pourquoi est-ce qu'on n'est pas parti, pourquoi est-ce qu'on fonctionne encore comme ça à l'heure actuelle et pourquoi on attend de mal parfois à se déprogrammer par rapport à ce fonctionnement de la charge mentale. Là, vous avez Betty qui est en train de faire ses griffes sur mon siège. Vous savez que c'est un podcast mi-humain, mi-chat. Voilà, donc voilà, vous entendez sûrement son miaulement. Oui, ma chérie, oui. Tu sais que tes poils, ça ajoute aussi de la charge mentale. Hein, t'es propriétaire. Oui. Voilà. Donc, je reviens dans la réalité. Et donc, pourquoi les femmes, pourquoi certaines femmes, pourquoi une majorité de femmes se font avoir par ce système d'exploitation interne à leur cercle privé? Pourquoi se retrouvent-elles à se taper, à prendre en charge ces tâches ménagères et cette gestion quotidienne de la survie de la famille? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les femmes ont toujours travaillé. Hein, de mémoire d'humain, les femmes bossent. Mais il se fait qu'au 19e siècle et au début du 20e siècle, il y a des phénomènes historiques que nous connaissons qui vont
pousser cette image, ou en tout cas faire émerger de plus en plus violemment, je dirais, cette image de la femme qui reste à la maison. Ce modèle de la femme à la maison est extrêmement européano-centré et très fortement lié aussi à notre culture belge et française. Alors, c'est toute la période de l'industrialisation avec une transformation profonde des rapports de force et une nouvelle exploitation des classes ouvrières. Donc, les hommes vont travailler dans les mines, dans les usines, les femmes aussi, mais il va y avoir d'autres phénomènes qui vont intervenir, comme l'hygiénisme, le fait que maintenant, on sait comment lutter plus ou moins contre les maladies, les virus. Et cette responsabilité de faire en sorte que la famille soit propre et en bonne santé va être attribuée aux femmes par les discours politiques, par la littérature, par les campagnes de communication et aussi par les cours ménagers qui vont être donnés dans les écoles. Connaissances dont les hommes vont être exclus d'une certaine manière, c'est-à-dire que c'est très très mal vu si un homme prend en charge ce genre d'activités qui vont être attribuées aux femmes de manière volontaire et politique tout au long du 19e et de la première partie du 20e siècle et encore jusque dans les années 70. On forme les enfants dès le plus jeune âge, finalement, à des modèles genrés extrêmement séparés, et notamment les filles, au fait de devenir les responsables de la maison. Il y a aussi des politiques natalistes, puisqu'on connaît plusieurs guerres à cette époque-là en Europe. Il faut absolument refaire des bébés, et donc on va attribuer aux femmes le rôle reproductif. Et il y a aussi l'influence de la religion catholique qui reste extrêmement présente, de toutes les politiques conservatrices qui poussent vers ce modèle où la toute-puissance économique est concentrée quand même sur les classes supérieures de la société. Les hommes en sont le bras armé à la fois dans les usines et sur le champ de bataille, et les femmes sont là pour éponger les blessures et faire en sorte qu'il y ait des bébés qui puissent à un moment donné remplacer ces ouvriers et soldats tombés au front. Je ne sais pas s'il est nécessaire de le rappeler, mais tout ça n'a rien de génétique, à part le fait d'engendrer un enfant, qui là reste à l'heure actuelle encore une attribution biologique des femmes. Une fois que l'enfant est au monde, son évolution, son éducation est sociétale. Ou alors ça voudrait dire que tous les enfants dont la maman décède à la naissance meurent aussi. Non, à partir du moment où un enfant est né, il est pris en charge par la société. Alors évidemment, à travers la mère la plupart du temps, qui a été formée dès le plus jeune âge à la prise en charge de cet enfant. Mais si la mère est dysfonctionnelle, disparaît, s'en va, l'enfant pourrait être pris en charge par quelqu'un d'autre. Donc ça, il faut bien se le rappeler, le fait d'élever des enfants, le fait de tenir une maison n'a rien de génétique. Tout ça, ce sont des constructions sociales. Pendant l'entre-deux-guerres, ce modèle qui a été vendu à toutes les femmes de femmes au foyer responsables de la famille va évidemment être fortement secoué puisque les hommes sont envoyés au front, décèdent, reviennent blessés. Il faut que les usines continuent à tourner. Une majorité de femmes issues des classes ouvrières vont se retrouver au travail comme avant, je dirais d'une certaine manière. Les vieux souvenirs sont là, des générations précédentes, et elles se rendent compte qu'elles sont capables de nouveau. Elles sont capables de prendre en charge le travail de A à Z, elles sont capables de produire autre chose que des enfants et du linge repassé. Elles savent qu'elles peuvent être puissantes, qu'elles peuvent être présentes. Et après la guerre 40-45, un nouveau rouleau compresseur politique de droite va passer à travers la société française et belge pour remettre les femmes à la maison et reconstruire d'une certaine manière cette image extrêmement conservatrice de la famille où les femmes sont à la maison et en plus elles devraient être super contentes parce qu'avec l'avènement des nouvelles technologies, elles ont des outils pour faciliter leur travail quotidien. Les hommes trouvent du taf, c'est le début des années de gloire de nos régions en termes économiques, 30 glorieuses. Tout est merveilleux. Restez à la maison, faites-vous belle, attendez votre mari, occupez-vous de vos enfants et de votre jardin et votre homme, il ira gagner un salaire assez sympathique pour vous rendre heureuse. Sauf que, évidemment,
les choses ne sont jamais aussi simples et aussi merveilleuses. Dans une famille, on peut vivre l'enfer. Tout le monde n'a pas envie d'être mère. Tout le monde n'a pas envie de tenir son ménage au cordeau. Plein de femmes ont envie de voyager, de travailler, de rencontrer d'autres gens, d'avoir plusieurs personnes dans leur vie. Et ce modèle-là, à un moment donné, il va se fissurer, évidemment. Il était déjà fissuré à la base, mais évidemment, ce n'est pas le souvenir qu'on en a dans l'imaginaire collectif, mais très régulièrement, et jusque dans les années 70, ce modèle ne va pas convenir à une majorité de femmes et va être rejeté. Alors de nouveau, si quelqu'un, peu importe son sexe et son genre, a envie de rester à la maison pour avoir un intérieur impeccable et s'occuper de ses enfants, il n'y a pas de problème. Hein. Vous avez tout à fait le choix de le faire. La question qu'il faut se poser fondamentalement dans ce modèle de société-là, c'est est-ce que quand ça ne vous convient plus, vous pouvez changer d'avis ? Et ce que proposent les politiques totalitaires, les politiques passéistes, c'est un modèle où vous avez finalement une ligne à suivre, un modèle à prendre du berceau au tombeau. C'est ça qui est problématique. Historiquement, il y a une volonté politique de maintenir les femmes à la maison, parce que comme ça, elles ne sont pas dans l'espace public, elles ne sont pas en train de participer aux combats sociaux. Elles sont dans un cadre, une petite prison d'une certaine manière. Quand les hommes se battaient au sein des collectifs syndicaux pour plus de droits, le fait de manipuler les femmes à travers la formation qu'elles recevaient à l'école, à travers le discours religieux et politique de rester chez vous, élever vos enfants, etc., c'était l'idée de proposer un foyer sympathique aux hommes pour finalement qu'ils ne sortent plus de la maison et n'aillent plus manifester. Je viens te demander en mariage et toi t'appelles ça venir t'emmerder. Écoute Didier, je ne veux pas vivre avec quelqu'un, tu comprends? Ni toi, ni personne, je ne veux pas. Je veux vivre seule, tu comprends? Je veux pouvoir péter dans mes draps tranquilles, rentrer à n'importe quelle heure, bouffer sur un coin de table, inviter des copains, faire le ménage seulement une fois par an si ça me chante. Je veux dépenser mon fric à ma façon, je veux... Mais tout ça tu pourras très bien le faire, je vois pas où est le problème. Le problème, c'est que je ne veux pas d'un mec étiaffé sur mon canapé qui baille en disant qu'est-ce qu'il a bouffé ce soir. Je ne veux pas qu'on me dise tiens toi qui repasses si bien les chemises. Je ne veux pas acheter la nouvelle BMW qui est fabuleuse et on paiera les traites ensemble. Je ne veux pas que ta mère me téléphone pour savoir si je t'ai bien donné tes cachets contre la grippe. Je ne veux pas tes chaussettes sales dans mon panier à linge. Je ne veux pas nettoyer la cuisine pendant 3 heures le jour où tu auras décidé de faire une paella pour tes collègues du bureau. Je ne veux pas te demander si tu es d'accord de regarder le film au lieu du sport. Je ne veux pas. Ta vie, c'est ta vie. Ma vie, c'est ma vie. Alors, dans les autres explications, je vous ai parlé des pistes historiques. C'est surtout Titiou Lecoq, moi, qui m'a éclairé par rapport à ça. Il y a aussi ce phénomène sociétal d'hyper-investissement de nos espaces privés. Donc, c'est lié à ce que j'ai expliqué auparavant. Mais il y a vraiment... dans la façon dont la société est structurée, dans la façon dont on fonctionne dans les familles, une manière de concevoir l'espace privé comme étant notre royaume. Souvent d'ailleurs on va entendre oui mais bon elle est chiante, elle veut toujours tout aménager, elle veut que l'intérieur ressemble à un catalogue Ikea, il y a qu'elle qui sait où se trouvent les choses. Oui mais sauf que souvent l'espace privé est le seul endroit où on est en sécurité et où on a un minimum de pouvoir. Alors forcément, de manière inconsciente ou consciente, on va hyper investir ces espaces, puisqu'ailleurs, au travail ou dans la rue, on n'est pas forcément en sécurité. Alors évidemment, je ne parle pas des situations de violence conjugale ou intrafamiliale, où là même l'espace privé, et surtout l'espace privé, devient un endroit extrêmement dangereux. Il y a aussi dans la société, dans les magazines, sur les réseaux sociaux, le mythe de la femme parfaite qui assume tout, un bel héritage des années 90 notamment et début 2000 de cette working girl qui est mince, lutte contre le vieillissement, travaille à temps plein, est une entrepreneuse, ça c'est vraiment quelqu'un qui entreprend, ça c'est vraiment poussé à fond dans l'imaginaire collectif, qui est sexy, qui est une mère formidable, une fille, en tout cas une parente de qualité, une amie remarquable et dont l'agenda est un énorme millefeuille prêt à exploser.
Alors, il y a aussi la concurrence entre femmes et le fait d'être validée par les hommes. Ça, c'est des choses sur lesquelles je suis déjà intervenue au long des épisodes des Red Flagueuses. Mais dans les comportements toxiques, on peut citer le fait de se comparer aux autres femmes et de vouloir absolument être meilleure qu'elles parce que il y a une légende, en tout cas une intériorisation du fait que seule la meilleure d'entre nous sera choisie par les hommes, la plus belle, la plus discrète, la plus drôle, celle qui s'adapte le plus au comportement miso, etc. Et donc ça, c'est vraiment des choses qui sont extrêmement délétères et dont il faut pouvoir se défaire. Alors, la partie immergée de l'iceberg qui ne fait pas plaisir à regarder, c'est le contrat invisible. C'est-à-dire que quand on se met en couple, quand on décide de fonder une famille ou simplement d'être en couple, il y a un contrat qui va s'établir entre les deux parties, un contrat qui ne sera pas discuté, en tout cas très peu, qui sera très peu débattu. Et ce contrat, c'est en gros, j'échange ma sécurité et mes envies de famille, mes rêves de couple contre ma force de travail. Je reprends l'histoire de cette mini-entreprise, des comparaisons que je faisais en début d'épisode. Quand on se met en couple, il n'y a pas que l'amour. L'amour ne dure qu'un temps, diront certains ou certaines. Bon, moi j'espère que non. Mais en tout cas, une fois qu'on a retiré le couvercle des sentiments et qu'on regarde la situation financière et organisationnelle des couples, ça ne fait pas plaisir à voir. Souvent, puisque les femmes gagnent moins d'argent que les hommes de manière généralisée, puisque les métiers féminins sont moins bien rémunérés, que ce sont les femmes qui prennent les temps partiels, etc., qu'il y a des inégalités salariales, surtout au moment de la pension, on peut se dire que quand on se met en couple avec quelqu'un qui gagne plus d'argent que nous, en dehors même du genre et du sexe de cette personne, on se met dans un contrat de soumission. Parce qu'on va échanger notre sécurité financière, notre stabilité financière contre notre charge de travail. Beaucoup de personnes pensent encore à l'heure actuelle que comme ils travaillent et qu'ils gagnent plus que leur partenaire, il est normal qu'elles prennent en charge les tâches à la maison. Alors ce contrat, vous pouvez le rendre visible, vous pouvez le mettre sur la table. Mais c'est très compliqué encore à l'heure actuelle quand on est dans une relation dite amoureuse. Alors en wallon, on dit quand les violons sont sous le touet, quand les violons sont encore en train de jouer la sérénade, de dire bon c'est bien, on s'aime, je te trouve beau, attirant et tout, mais discutons un peu pognon, discutons organisation de la famille. Il y a des jeunes femmes, je pense de plus en plus qui le font. Alors, c'est peut-être une surinterprétation de ma part, mais je pense que nous savons que quand on se met en couple avec certaines personnes, si on pose certaines bonnes questions, les réponses qu'on va nous proposer vont mettre en lumière tout le manque d'empathie et de démocratie qu'il risque d'y avoir dans notre famille. On attend notre histoire d'amour, notre couple depuis tellement longtemps parfois, puisqu'on a surinvesti cet imaginaire, ou simplement on en a besoin, on en a vraiment envie. N'allons même pas vers le fait qu'on a peut-être été formaté. Mais le fait qu'on ait terriblement envie d'être aimé et d'être dans une famille et un couple fait qu'on va fermer les yeux sur pas mal de choses. Et je me mets dans le lot. Le souci, c'est que ce sont des petites bombes à retardement qu'on est en train de mettre en route et qu'à un moment donné, elles vont exploser. Là, j'ai parlé du conditionnement et des circonstances qui font que beaucoup de femmes se soumettent, ou en tout cas ont du mal à se défaire de la charge mentale à la maison. Mais on pourrait peut-être parler du partenaire.
Qu'est-ce qui fait qu'il y a encore à l'heure actuelle des hommes qui laissent faire, sont même contents ou profitent de ce système d'exploitation? Alors, il y a des aspects évidemment qui sont proches de ceux des femmes, hein, c'est-à-dire une reproduction du schéma qu'on a connu dans la famille. Alors ça a aussi fortement ses limites parce qu'il y a plein de gens qui ont connu des choses pas cool dans leur famille et qui décident de ne pas les reproduire. Donc, de nouveau, c'est parfois tarte à la crème, mais quand même, nous sommes des êtres de reproduction. Je pense que quelqu'un qui fait un petit peu de socio et qui lit un peu de Bourdieu pourra probablement appuyer, étayer cette affirmation avec moult études. Mais bon, en attendant, on reproduit un schéma, c'est vrai, mais dans le cas des hommes hétéros dans des couples à charge mentale et déséquilibrés, c'est un modèle qui n'est pas difficile à produire puisqu'il apporte énormément de privilèges. On revient sur ce fameux mot, le privilège. Ça veut dire que dans le cadre de la charge mentale, le fait que votre compagne se tape tout, ou en tout cas la majorité des choses, ou peut-être les tâches les moins sympas, les plus dégradantes, les plus chiantes, ça vous donne plein d'avantages. Quels sont ces avantages ? Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Allez, hop là, qu'est-ce qui vous vient en tête ? Le temps. Vous avez du temps pour faire du sport, voir vos potes, faire des formations, aller manifester, faire partie de groupes importants et influents. Enfin voilà, déjà, donc le temps, évidemment, hein, le temps c'est de l'argent, le temps c'est du pouvoir. Ça vous donne la possibilité de ne pas faire trop d'efforts à certains moments, c'est-à-dire vous rentrez, le souper sur la table, vous ouvrez votre armoire, vos chaussettes sont là, et il y a même, paraît-il, des gens qui pensent que c'est la magie qui fait apparaître la bouffe à table et les chaussettes dans les tiroirs. Ça permet d'avoir en fait un esprit dégagé, puisque les difficultés du quotidien, globalement, vont être prises en charge par la compagne. Alors de nouveau, il y a plein de couples où les combats du quotidien sont partagés. Je ne dis pas le contraire, hein, mais il y a aussi des familles où on est complètement abandonné. On va être complètement seul face à des enjeux économiques, de survie économique, des enjeux de santé, des prises en charge. Qui dans les familles prend en charge les parents malades ? Qui dans les familles prend en charge les enfants malades ? Qui prend des temps partiels pour s'occuper des soins palliatifs ? Qui prend des temps partiels pour s'occuper des gosses parce qu'il n'y a pas encore de place dans les crèches. Il y a quand même une reproduction de modèles et surtout une formation, je reviens, tardive des hommes à la gestion de la maison. Alors, il y a des familles, de nouveau, où les garçons vont être impliqués dès le début dans les tâches ménagères, etc. etc. Ok. Par contre, ce qui est interpellant, c'est qu'il y a certaines études qui montrent que, par exemple, un homme qui a vécu seul pendant des années, qui est autonome, quand il se met en couple, il va y avoir un déséquilibre de la prise en charge des tâches. Donc une sorte de schéma de déséquilibre où la femme prend en charge et l'homme abandonne, qui va se mettre en place presque automatiquement dans pas mal de cas. Comme si on oubliait tout, comme si on devenait amnésique. Donc ça, c'est aussi des phénomènes qu'il faut avoir en tête, parce que ça pourrait vous arriver en tant qu'homme, et ça pourrait être un piège pour pas mal de femmes de se dire « je vais sortir avec lui et fonder une famille et acheter une maison et faire plein de choses ensemble », parce que comme il a vécu seul, forcément, il est autonome. Attention, soyez attentifs et attentives, parce que la chape de plomb qui pèse sur nos modes de fonctionnement est telle que ça pourrait être un nouveau piège. Ce qu'il faut aussi relever dans Le Chef des hommes, et qui est repris par une autre BD d'Emma, toujours sur son blog, et qui a été publiée dans un de ses ouvrages. Elle a appelé cette BD « Ça se met où ?» où elle explique toutes les techniques de sabotage qui sont mises en place par les hommes quand leurs femmes remettent en cause l'inégale répartition des tâches ménagères, par exemple. Donc ça va être, par exemple, je vais le faire à ta place, ok, mais je vais le faire de manière tellement dégueulasse et tellement nulle que tu vas être obligé de reprendre la main. Je vais te poser un autre exemple, tellement de questions que ça va aller plus vite pour toi de le faire toi-même que de me laisser faire. Voilà, je vous invite de nouveau à aller lire ça, c'est assez interpellant. Je ne vais pas m'apesantir dessus, mais c'est quand même assez édifiant et c'est des choses que personnellement j'ai vécues à plusieurs reprises. Alors, il y a plusieurs aspects particuliers de la charge mentale, ou en tout cas des autres types de charges que je voudrais évoquer rapidement. La charge émotionnelle, ça c'est quelque chose qui aussi a été décrit dans plusieurs ouvrages. C'est le fait, en tout cas, ça c'est ma vision de la charge émotionnelle, que les femmes vont avoir un rôle de pacificatrice dans les familles.
C'est-à-dire de faire en sorte que tout le monde soit bien psychologiquement. Et elles vont être aussi porteuses de la paix sociale au sein de la famille. Et donc ça, cette question-là, cette charge-là, elle peut être très très lourde et assez illogique d'une certaine manière. Donc l'exemple que je donne toujours, c'est comment se fait-il que moi, j'ai acheté les cadeaux d'anniversaire de mes belles-mères. Mes ex-compagnons ont vécu 15, 20, 30 ans avec leur mère. L'anniversaire, si je ne suis pas là pour le rappeler et pour aller chercher le cadeau adéquat, eh bien, il n'y en a pas. On se retrouve à prendre en charge finalement des responsabilités qui ne sont pas les nôtres. Ce n'est pas à moi à acheter le cadeau de ma belle-mère. Mais si je ne le fais pas, je sais qu'il va y avoir une facture à payer, par exemple une dispute familiale, et que, évidemment, mon ego aussi va s'en trouver atteint parce que je n'aurais pas été cette belle-fille idéale que tout le monde imagine. Alors, si vous vous entendez super bien avec votre belle-mère et que c'est une de vos potes et que vous avez envie de lui acheter un cadeau, faites-le, hein, mais présentez-le comme étant votre cadeau, à vous. Alors, il y a la charge physique et sexuelle. Je pense qu'on pourrait faire une émission complète là-dessus. Mais le fait que les femmes se retrouvent dans des dictats physiques hyper formatés où il faut suivre au quotidien finalement un régime presque militaire pour arriver à rester dans la course à la bonne meuf, c'est compliqué. Vous devez intégrer dans votre agenda le fait de vous raser la moustache et les jambes, le fait de faire attention à votre alimentation et donc de prévoir des menus équilibrés, le fait de faire du sport, le fait de peut-être rendez-vous chez l'esthéticienne pour être tiré à 4 épingles. Est-ce que c'est vraiment honnête de notre part de dire que c'est vraiment que des moments pour nous ou c'est aussi des moyens pour nous de correspondre au modèle lisse qu'on nous impose au quotidien? Ça, c'est une bonne question. Deux chiffres. En gros, les femmes font 2/3 des tâches ménagères en France à l'heure actuelle, dans les couples hétéros. Et disons, il y a un autre chiffre, c'est 85% des chefs d'entreprise de plus de 50 salariés sont des hommes. 85% sont des hommes. Et il y a un lien entre les deux chiffres. Parce qu'à partir du moment où on dit aux femmes, où elles ont intégré que la maison, c'est leur domaine premier et qu'elles ont une obligation là-dessus, elles n'arrivent pas à prendre leur place, toute leur place dans le monde extérieur. Le solde vert, c'est ce qui empêche les hommes de se pencher pour ramasser la chaussette sale qui traîne. En fait, il est dans leur tête, évidemment, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas. C'est une manière d'habiter l'espace qui est différente. Les hommes ne voient pas les trucs qui traînent et ils font pas attention. Et les femmes sont dans le côté « je fais attention en permanence ». Elles ont sur le ménage des actions plutôt préventives, c'est-à-dire qu'elles vont ranger avant que ce soit le bordel. Et les hommes ont des actions curatives, c'est-à-dire qu'ils vont se décider à faire quelque chose quand ça pue. Alors, difficile d'évoquer ce sujet de la charge mentale sans parler de Rends l'argent, le podcast de nouveau de Titiou Lecoq qui analyse la façon dont les couples gèrent l'argent, comment les charges financières sont réparties, comment les patrimoines et matrimoines sont construits dans les familles françaises. Beaucoup de femmes, je l'ai déjà dit, prennent en charge beaucoup de tâches aussi parce qu'elles ont l'impression d'une certaine manière de rembourser le partenaire qui lui a de plus gros moyens financiers. Mais ce qui est aussi interpellant, c'est de se dire que dans les couples, les femmes ont tendance à investir dans les choses non pérennes, c'est-à-dire style les courses, et les hommes dans le véhicule ou le bien immobilier. Ce qui fait que quand il y a une séparation, eh bien, il reste de la poussière d'étoiles entre guillemets entre les mains des femmes et des biens solides pour pas mal d'hommes. Je vous invite à réfléchir au nombre de séparations autour de vous et à savoir qui a gardé la maison ou pas ou la bagnole ou pas. Ça peut déjà être peut-être une petite analyse personnelle, mais c'est assez interpellant de se dire que à la fois il y a une inégale répartition des tâches, mais aussi une inégale répartition financière. Il y a aussi un autre aspect, c'est le fait qu'on divise toutes les factures en deux. Alors, quand on gagne un plus petit salaire que l'autre, c'est quand même pas très fair-play, étant donné que on va payer la moitié du loyer, on va payer la moitié des factures d'énergie, etc. On va se retrouver finalement avec presque plus rien en ayant déjà payé tout ça en début du mois. Et puis l'autre qui gagne plus va pouvoir thésauriser, va pouvoir mettre de côté de l'argent. Et donc, de nouveau, quand il y a séparation, il y en a un qui a un bas de laine et l'autre qui n'a rien.
normalement, si on voulait être vraiment juste, il faudrait que chacun paye au prorata de ce qu'il gagne ou de ce qu'elle gagne. Ça, c'est une chose importante. Et rappelons aussi que le fait de vivre avec quelqu'un qui a beaucoup plus de moyens financiers que soi, c'est un moyen de pression sur vous au quotidien. T'es pas contente, tu prends la porte. Oui, sauf que moi, j'ai pas de quoi payer, par exemple, une garantie locative et que la personne avec laquelle vous vivez a les moyens de le faire. Un dernier focus, la charge mentale des familles monoparentales et des familles recomposées. Là, on arrive à des levels quand même assez dingues, puisqu'il faut savoir que c'est pas parce que vous divorcez que vous allez pouvoir laisser votre charge mentale entièrement derrière la porte si vous êtes parente et que vous avez un enfant en commun avec votre ex. Alors, vous serez libéré de certains aspects, mais tout ce qui est commun aux enfants, ça peut être toujours aussi important, voire pire, parce que vous avez, dans beaucoup de familles, un fonctionnement qui fait que la mère continue à gérer la santé, la scolarité, le linge, tout le bien-être lié à l'évolution de l'enfant et des enfants. Donc ça, il faut le savoir. Et alors, en plus, si vous décidez de vous mettre en couple avec quelqu'un qui lui-même a des enfants, là, vous vous retrouvez dans des enjeux encore plus complexes où il y a des schémas de reproduction de nouveau où vous allez vous retrouver à être en charge du linge, de la nourriture, du bien-être des enfants, mais là, sans l'autorité parentale qui va avec et sans la reconnaissance qui va avec dans pas mal de cas. Je vous envoie vers les podcasts de la délicatesse du hérisson, je pense, qui est un podcast qui travaille beaucoup sur cette question-là de la belle méritée. Run when you hear that. You better run when you hear that. I said, run when you hear that. You better run when you hear that. I said, run when you hear that. I said, you better run. I said, run when you hear that. Alors, d'un point de vue individuel, moi j'ai quelques petites pistes à vous proposer, mais attention, de nouveau, ce n'est pas des formules magiques. Tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Ne vous mettez pas en danger et psychologique et physique sans avoir pris d'autres mesures éventuellement auparavant. Et ça ne marchera probablement pas à tous les coups, mais ça vaut la peine d'essayer. Ça, c'est une chose que je peux vous dire. D'abord, attention à tous les conseils de développement personnel. Vous allez trouver sur le marché des librairies des cahiers pour apprendre à gérer sa charge mentale. J'en ai acheté, je les ai lus. Et je suis très en colère par rapport aux auteurs et autrices de ces cahiers-là. Parce que quand on lit entre les lignes, en fait, ce sont des cahiers qui vont vous rajouter une couche de charge mentale en vous faisant comprendre globalement que si vous vous en sortez pas, c'est parce que vous êtes mal organisé. Voilà. Donc, en fait, j'aurais pu faire un podcast très très court de 30 secondes. Bonjour, la charge mentale, c'est de votre faute, vous êtes mal organisé. Non, enfin, c'est pas possible d'avoir des discours aussi limités. Ce sont des cahiers qui vous proposent de faire des listes, de trier votre maison, de désencombrer, de partager ce que vous vivez au quotidien et d'essayer d'impliquer votre famille et vos enfants. Oui, il y a certaines choses sur lesquelles je vais revenir, oui, effectivement. Sauf que il n'y a aucun lien qui est fait dans ces cahiers-là avec justement toutes les explications sociétales et politiques. Forcément, ça n'intéresse pas. C'est très individualisant et je trouve ça très culpabilisant. Donc, vous pouvez éventuellement y prendre quelques éléments, pourquoi pas. Mais moi, je trouve ça dingue que pour que vous puissiez avoir une vie plus facile, c'est à vous à trier votre maison. Finalement, vous vous retrouvez à déplacer votre charge mentale dans d'autres aspects du quotidien. Et de nouveau, le partenaire et les enfants ados, où sont-ils ? Moi, ce que je vous propose, c'est de passer par des outils de visibilisation et de calcul. C'est-à-dire, pour vous sentir légitime et forte par rapport à la question de la charge mentale et pouvoir revendiquer dans votre famille, dans votre cercle privé, plus d'équilibre et de démocratie, il faut que vous puissiez mettre des chiffres sur ce que vous vivez. Donc pour ça, je vous invite à faire le test de la SBL-AFICO que je mets en barre d'infos ou d'utiliser si vous le pouvez, l'application Mayday, MAYD2E.fr, qui vous permet de comptabiliser toutes les choses que vous faites sur une journée.
Quand vous avez effectué ce travail de compilation de calcul, vous allez pouvoir mettre des chiffres sur une réalité qui est souvent niée par les partenaires de vie. Et ça, c'est vraiment fondamental. Un autre tips que vous pouvez mettre en place, c'est d'écrire clairement à votre partenaire de vie et éventuellement aux enfants et adolescents ce que vous ressentez et ce que vous vivez au quotidien. Vous l'écrivez avant, vous le leur lisez, mais vous dites les choses. Parce que je sais qu'il y a aussi parfois un phénomène de silenciation, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas de nouveau légitime à réclamer des choses, à réclamer un équilibre, une justice sociale au sein de la famille. Mais vous devez vous approprier ce droit et dire « ce que je vis là, c'est pas normal. Est-ce que vous vous rendez compte ?» Et là, je vous propose de prendre la métaphore de l'entreprise, que si vous vous comportiez comme ça dans une entreprise, vous seriez licencié. Et qu'à un moment donné, moi, je risquerais fortement d'être obligé de vous licencier pour pouvoir survivre au quotidien. D'écrire, c'est aussi pouvoir lâcher prise sur certains aspects. Il est possible que dans la question de la charge mentale, il y ait des objectifs que vous fixiez au quotidien en termes de rangement, propreté, perfection, sur lesquels il va falloir un peu lâcher. Ça peut faire partie du package. Mais il faut que ce soit vraiment des choses que vous ayez envie de lâcher. Si pour vous, avoir un intérieur rangé, c'est vraiment nécessaire à votre santé mentale, ne commencez pas à culpabiliser parce qu'on vous a dit que vous étiez trop exigeante. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais si vous avez toujours pensé qu'il fallait absolument faire une fois par an votre argenterie parce que c'est toujours ce que votre maman vous a dit ou votre papa, peut-être que sur ces choses-là, vous pouvez lâcher prise. Mais le lâcher prise, il ne peut pas avoir lieu si de nouveau vos partenaires ne s'impliquent pas dans le processus. Ce que vous pouvez faire, c'est imposer, réclamer le fait de faire les choses ensemble. Je pense que c'est parfois une grosse erreur que nous mettons en place dans notre façon de gérer nos intérieurs, c'est de s'attribuer des tâches de manière assez définitive. Le faire ensemble, donc faire à manger ensemble, nettoyer ensemble, aspirer les bagnoles ensemble, faire le jardin ensemble, a priori, ça permet une meilleure connaissance de tous les membres de la famille, des compétences et du mode d'emploi à mettre en place pour que tout fonctionne bien. Et ça permet de continuer à communiquer et de vivre ensemble. Alors, de nouveau, si votre compagnon travaille à pause, si vous n'avez pas les mêmes horaires, on peut comprendre. Mais essayez quand même qu'une partie des choses à mettre en place, vous les fassiez ensemble. On fait la to-do list ensemble, on se la répartit, on l'affiche au milieu et on se dit, on fait ça ensemble. Alors, de nouveau, il y a des gens, vous pouvez leur mettre des post-it partout, vous pouvez leur mettre des to-do list. S'ils ont décidé de ne pas les regarder, de n'en avoir rien à foutre, ils n'en ont rien à foutre. Et c'est là que j'arrive, évidemment, à cette question fondamentale de la charge mentale, c'est la loupe, de nouveau, qui va vous permettre de percevoir vraiment à qui vous avez affaire pour moi en tant que partenaire. Il y a des gens qui sont en capacité de changer et de remettre en cause leur mode de fonctionnement après des débats, après des discussions. Ça ne va pas fonctionner du jour au lendemain, ça va demander du temps. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui savent très bien quels avantages ils retirent d'une exploitation d'une autre personne et qui risque de vous dire, puisque ça ne t'arrange pas, moi, je ne changerai pas. Vous allez voir le véritable visage de la personne que vous avez en face de vous, qui est probablement un être complexe avec beaucoup de qualités, mais qui sur certains aspects, sur certaines valeurs comme les valeurs de respect, les valeurs d'empathie, les valeurs de générosité et de solidarité, a peut-être de grosses lacunes. Et est-ce que cette personne est prête à les remettre en cause ou est-ce que ce serait une fin de non-recevoir ? Ça, c'est la question. Une dernière chose aussi, petite anecdote, la charge mentale et le fait de gagner du temps pour pas mal de partenaires, c'est aussi la possibilité d'avoir une vie parallèle. Voilà, ça c'est un aspect de la charge mentale dont on ne parle pas souvent, mais le fait d'être trompé, comme on dit dans nos sociétés occidentales, c'est aussi parce que pas mal de mecs ont le temps de le faire et certaines femmes se disent moi si je devais lui rendre l'appareil, quand est-ce que je le ferais ? Alors pour les personnes qui ne sont pas encore en couple, jeunes et moins jeunes, il y a une solution qui est évoquée notamment par Médusa Gorgone, qui est une illustratrice que vous pouvez retrouver sur Instagram. Cette solution, c'est de ne pas s'installer en couple. Alors, il
y a évidemment des dispositions économiques qui permettent éventuellement de prendre cette décision. C'est-à-dire que si vous êtes capable de subvenir à vos besoins seul ou en colocation avec d'autres personnes, c'est une solution. Mais souvent, les jeunes couples sont poussés par la société à se mettre en ménage, comme on dit, parce que l'association de leurs deux revenus leur permet d'arriver plus ou moins à boucler les fins de mois. Prendre la décision de rester individuel, d'avoir une vie autonome sans vivre au quotidien avec le partenaire est une piste de solution qui doit pouvoir être évoquée et vécue par les personnes qui le décident. Mais évidemment, se pose toute cette question de qui peut se le permettre de manière réaliste, qui est éventuellement prêt aussi à faire des sacrifices en termes de qualité de vie pour pouvoir garder cette indépendance. Donc moi, je trouve cette BD extrêmement inspirante et très très bien foutue, et ça a été de nouveau aussi une sorte d'éclairage assez violent sur les raisons réelles qui nous poussent à vouloir associer à la fois nos revenus et notre quotidien avec une autre personne. Alors, il y a une dernière chose, c'est les revendications politiques. Si vous avez tenu jusque-là, bravo. Je vous mettrai le quai de revendication en barre d'infos. En gros, pour qu'on puisse lutter sociétalement contre la charge mentale, il y a premièrement la lutte contre les stéréotypes de genre. Je viens de parler d'éducation des filles et des garçons. Si on peut faire en sorte que dans les écoles, dans tous les lieux collectifs et dans les familles et au niveau sociétal, on ait une vision moins genrée des rôles, et que chacun et chacune soit en capacité de langer un gosse, de passer l'aspirateur et d'enfoncer un clou dans un mur, eh bien, on aura déjà bien avancé. Il y a le fait aussi de faire en sorte qu'il y ait des places dans les crèches, qu'il y ait des places dans les maisons de repos, des places de qualité qui respectent à la fois les enfants et les personnes âgées, pour permettre aux femmes de se décharger de pas mal de tâches, parce que les services publics, on sait, sont attaqués régulièrement, ont subi des cures d'amaigrissement d'un point de vue budgétaire qui ont fait que y a de plus en plus de choses qui ne sont plus prises en compte par la société, et en général, qui c'est qui doit repasser derrière? Ce sont les femmes. Congé parental, pour généraliser, ou qui devrait être obligatoire et aussi long que celui des mères, pour permettre l'implication des pères, parce qu'une des raisons qui fait que la charge mentale perdure, c'est cette espèce de séparation qui est entre les pères et les enfants. Alors, de nouveau, ça évolue dans plein de couches de la société, mais il y a encore beaucoup d'hommes qui ont une implication presque zéro par rapport à l'éducation de leurs enfants, parce que leur parentalité n'est pas réfléchie, parce que c'est des choix qui n'ont pas été posés de manière solide, parce qu'ils voient ça comme étant extrêmement chiant et pas du tout valorisant, et qui fait que c'est difficile de faire avancer de la justice sociale au sein d'une famille s'il y a un des parents qui n'est pas du tout impliqué au quotidien. Et donc, voilà, je pense que les congés de paternité peuvent aider les pères à prendre leur place et à vraiment créer du lien avec leurs enfants, et à comprendre pourquoi ils ont une place à part entière et un rôle à jouer à leur côté. Et aussi permettre, alors autre chose, la revalorisation des métiers du care, donc dire que dans notre société, les gens qui nettoient, les gens qui nettoient des corps de vieilles personnes, qui prennent en charge des enfants avec la morve-au-nez, c'est des gens qui sont hyper essentiels à la société et qui devraient être mieux rémunérés.
je sais que pas mal de gens me disent en animation, oui, mais moi, mon beau-fils, mon cousin, il s'occupe des enfants, il range dans la vaisselle, etc. Et je suis ravie, franchement, tant mieux. Mais n'oublions pas que les études montrent que ça reste quand même extrêmement lent, particulièrement dans certaines couches de la société. N'oublions pas aussi que dès qu'il y a des revirements politiques, notamment vers l'extrême droite et la droite, tous ces mouvements de société qui se mettent en route sont muselés, détruits et qu'on peut facilement revenir en arrière. Le combat n'est pas fini, il y a encore plein de choses à mettre en place. Si vous êtes concerné par la charge mentale au quotidien et que vous êtes en souffrance, sachez que je pense très fort à vous, que vous pouvez chercher de l'aide dans les associations féministes qui existent autour de chez vous. Des solutions que je vous ai données sont complexes de nouveau et pas si évidentes à mettre en place, mais voilà, c'est ce qui est conseillé, ce qui a été vécu par pas mal d'entre nous. N'hésitez pas à en débattre, à en discuter entre vous, à venir vers moi si vous avez des questions. Voilà, j'espère avoir été la plus complète possible. Je ne sais pas si cet épisode, je vais savoir le faire passer en dessous de la barre de l'heure, mais on va voir. J'espère que vous allez passer une bonne journée, soirée, nuit. Merci de m'avoir écouté et cœur sur vous et à très bientôt.